Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live Instagram. On va vous laisser le temps d'arriver et de nous rejoindre. Le temps pour nous d'inviter Alexis Génie, qui sera notre premier invité sur ce live Instagram aujourd'hui. J'en profite pour vous donner le programme des réjouissances de cette journée du vendredi sur la 17e minute. Je recevrai Alexis Génie pour parler de son livre, sa biographie sur John Muir. À 15h30, ce sera Stéphane Frémont qui accueillera Capucine Trochet pour vous parler de l'aventure Taratari. Et puis, à partir de 18h, on se retrouvera sur le live du festival avec le début des projections de la journée. 3 films au programme ce soir, avec à partir de 18h sur les traces de Patrick Béraud. Ce sera tout à l'heure. Vous êtes déjà 25 à nous rejoindre sur le fil. Alors n'hésitez pas à poser vos questions à Alexis Génie qui va me rejoindre dans quelques secondes, minutes. Vous les posez sur le fil de discussion Instagram et puis j'essaierai de les lire. Moi, je n'ai pas besoin de lunettes. Et de les poser à Alexis Génie qui les a lui aussi en direct. Et voilà, ça Bonjour. marche. Bonjour Alexis, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Très bien. Alors attendez, je vais régler un tout petit peu ma caméra pour bien vous voir. Alexis Génie, je suis ravi de vous accueillir ici sur le live Instagram du Festival international du film et du livre d'aventure. Eh ben, je suis ravi de venir et je regrette simplement de ne pas sentir le bon air qui a l'air de souffler là-bas à La Rochelle. Alors, j'aurais aimé vous accueillir dans ce magnifique décor. Je suis ici sur les terrasses de l'Espace Encan qui accueille habituellement le Festival du film d'aventure. Cette année, vous le savez, on a dû annuler toute la partie accueil des invités et du public. On en est vraiment désolé, mais on est ravis de vous retrouver sur ce fil d'actualité où déjà plusieurs dizaines de personnes nous ont rejoints. Bonjour à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Alors, avant de vous poser des questions, Alexis, on est ravis de vous accueillir. Je rappelle que vous avez gagné le prix Goncourt en 2011, si ma mémoire est bonne, avec votre roman L'art français de la guerre, qui était votre premier roman. Mais depuis, je me suis rendu compte que vous étiez extrêmement prolifique puisque vous avez rédigé des dizaines de romans, biographies, essais. Il y a presque, si, je crois que c'est des Non, il y en a 17, je crois. 17. Bon, ok, on n'est pas loin de. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. C'est pour ça que je me permettais de parler d'écrivains prolifiques et puis avec des écrits très variés puisque je le disais, vous vous êtes essayé aux essais, aux romans, aux biographies. Et pas que celle d'aventurier, je crois savoir, d'ailleurs. Alors, Alexis, première question avant de peut-être récupérer les questions des gens qui nous suivent à distance. John Muir, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de lui, nous faire un petit topo sur qui est ce personnage? Et puis, dans un deuxième temps, qu'est-ce qui vous a poussé à vous y intéresser et à vous attaquer à cette biographie? Bien, donc John Muir, en quelques mots, c'est un homme qui a vécu au 19e siècle, né en 1838, il est écossais de naissance, et il est arrivé aux États-Unis avec sa famille quand il avait 11 ans. Il a vécu dans une ferme, une sorte de ferme de pionniers dans le Wisconsin. Et bon, c'est un garçon qui était particulièrement brillant, il a quand même été à l'université pendant plusieurs années. Et bon, s'ouvrait un avenir assez brillant pour lui, mais il a décidé d'aller se promener. C'est-à-dire que sa grande activité dans la vie, ça a été d'aller se promener dans la nature. Il a commencé à peu près à une petite trentaine, et toute sa vie, il a fait ça. Alors, il a fait ça à travers l'Amérique, et puis il a découvert la Californie. La Californie toute jeune, la Californie de l'époque de la rue vers l'or, à l'époque où San Francisco n'était qu'une bourgade. Et il a découvert la Sierra Nevada et il a découvert la vallée de Yosemite, qui est une grande vallée glaciaire très spectaculaire. Et là, il est tombé fou amoureux de cet endroit. Et il a tourné toute sa vie autour de cet endroit, il s'y est établi, il y a vécu, et il y est retourné tout le temps. Il s'est promené également en Alaska, donc même il est monté jusqu'en Arctique.
sa vie, c'est essentiellement ça, c'est des promenades. Alors des promenades de plusieurs jours, de plusieurs semaines, avec un quignon de pain et un chapeau, quoi. Bah, vraiment totalement sous-équipé. Et il a écrit. Ce qui reste de lui, c'est qu'il a écrit énormément, mais il a écrit sur ses promenades. C'est-à-dire qu'il a écrit des articles qui étaient publiés à l'époque dans des revues. Euh, il était extrêmement connu comme écrivain de nature, écrivain de la randonnée, écrivain du voyage dans les forêts. Et après, il a écrit quelques livres, mais vraiment tardivement. Mais ces livres ne sont que des recompilations de ces articles qu'il écrivait un peu en direct. Et à la fin de sa vie, vers la soixantaine, il s'est mis à militer pour la création de parcs nationaux, et on lui doit la création du parc de Yosemite, donc à Sierra Nevada. C'est ce parc où il y a des séquoias, et on pourrait considérer presque qu'il a sauvé les séquoias. Et aux États-Unis, c'est une sorte de héros national. C'est le père du préservationnisme, comme on dit, c'est-à-dire cette pratique qui a consisté à isoler de grandes régions naturelles et d'y interdire toute activité humaine pour les préserver à l'état où on les a trouvés, à l'état sauvage. Voilà. Et il est très très connu pour ça, et connu également pour ses récits de nature, ses récits de forêt, ses récits de glaciers, ses récits de vagabondage. Et en France, il est très très peu connu, à part quelques personnes qui s'intéressent à l'écriture de nature américaine ou à l'histoire de l'écologie, etc. Mais bon, autant on connaît bien Thoreau en France, autant Muir, il est très peu connu. Et l'idée, c'était de faire une bio, qui est la première bio en français de cet homme-là, qui retrace un peu sa vie. Alors, c'est une bio qui n'est pas complète, enfin, pas complète. C'est-à-dire que c'est un petit bouquin qui fait 150 ou 200 pages, je ne sais pas, et, mais qui donne le tracé de sa vie, pour comprendre un peu qui il était, ce qu'il faisait. Et donc, dans ce livre, dans cette biographie, on va dire que les détails les encyclopédiques ont été un peu sacrifiés à au sens de sa vie. Moi, je voulais raconter une vie d'un homme qui a passé son temps à se promener dans la forêt, chose qui me plaît bien. Alors Voilà. Alors, ce livre, le voilà, je crois que c'est à l'envers, hein, par contre, sur les lives. ouais. Donc, j'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, d'Alexis Génie aux éditions Paulsen. Une couverture magnifique. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur John Muir, mais comment vous, Alexis, vous l'avez connu, découvert? C'est votre parcours de scientifique Eh ben pas du tout, pas du tout. C'est vraiment une sorte de hasard. Donc les éditions Paulsen sont des éditions qui publient essentiellement du récit de voyage, et souvent c'est neige, glace, montagne, etc. Et ils voulaient faire quelque chose avec moi parce que ils veulent un petit peu attirer des écrivains dans ces récits de voyage. Et c'est l'éditrice de Paulsen qui un jour m'a appelé en disant est-ce que ça vous dirait pas de faire une bio de John Muir? Et je ne savais pas qui c'était. Et je suis allé voir sur Wikipédia, comme tout le monde. Et il m'a semblé que c'était intéressant. Je lui ai dit, écoutez, je sais pas, je vais voir, je vais lire un truc, et puis je vous dirai. Euh, je vais emprunter à la bibliothèque municipale un bouquin de John Muir, celui où il raconte son premier voyage, 1500 km à pied à travers l'Amérique profonde. Je commence à lire, et en 20 pages, je suis conquis. Je me dis, mais c'est extraordinaire ce que ce type raconte. Et l'esprit de son récit était extraordinaire. C'était incroyablement vivant, intelligent, poétique, drôle. Et j'ai dévoré tout ce qu'il avait écrit. Alors, d'abord en français, parce qu'il y a quand même quelques éditions de ses écrits en français. Et puis après, quand j'ai fini le français, je suis passé à l'anglais. Et je crois que, bon, à part peut-être 2-3 trucs pas publiés, vraiment, j'ai dû me nourrir de tout Muir. Et à partir de là, dans une sorte de mouvement d'enthousiasme, parce que cet homme m'avait vraiment plu, il y avait une sorte d'amitié, en fait, à travers le siècle qui nous sépare. J'ai eu vraiment envie de raconter sa vie et de raconter la vie d'un homme, voilà, aventureux, drôle, intelligent, poète, etc. Et ça résonnait en moi. Alors moi qui suis pas un grand voyageur, moi qui ai un rapport fort à la nature, à la forêt, tout ça, mais bon,
moi, mes promenades sont restées en France dans des reliefs modestes. Mais il y avait une sorte de communauté de regard. C'est-à-dire que je ne sais pas comment c'est Yosemite, mais je comprends le regard qu'il porte sur la nature, le regard d'émerveillement qu'il porte sur la nature. Et là, finalement, j'ai fait un bouquin qui garde ça comme guide, c'est-à-dire le regard émerveillé sur la nature. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. N'hésitez pas également, hein, vous qui nous suivez et qui nous rejoignez, bonjour à toutes et à tous sur ce live. Je suis avec donc Alexis Génie, auteur de J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Une biographie incomplète, le disait tout à l'heure Alexis, de John Muir. Est-ce que, Alexis, autrement que par Wikipédia ou la bibliothèque municipale, est-ce que vous êtes parti sur les traces, vous, de John Muir? Est-ce que vous avez voyagé pour vous replonger un petit peu dans ces décors de la wilderness américaine? Alors, non. Bon, j'ai envisagé. J'ai envisagé de le faire, je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai même regardé les trajets pour y aller, les modes d'hébergement, Vous étiez à les ça billets de d'avion. partir. Ouais, j'étais à ça. Et puis en fait, bon, à un moment donné, je me suis dit, ben, en fait, c'est pas, enfin, c'est sûrement très bien. Yosemite, c'est sûrement merveilleux, c'est sûrement. Mais après, ça va pas me rapprocher de mon sujet. C'est-à-dire que ça va pas me rapprocher de John Muir. C'est-à-dire que mon sujet, c'est pas Yosemite, c'est pas la Sierra Nevada. Mon sujet, c'est le regard de John Muir, le regard de cet homme porté sur la nature. Or, la nature, sous forme de randonnée, j'ai fait un peu ça dans ma vie quand même. Voilà, à une époque, mon grand dada, c'était d'aller faire des chemins de grande randonnée en VTT avec des sacoches. Donc, je faisais des grands voyages, mais c'était pas grand-chose. C'était Alpes, Jura, Massif central. Mais après, euh, cette façon d'être perdu dans les bois, cette façon de grimper sans voir le bout, puis à un moment donné, voir un col, un paysage qui se déploie, etc. Cet émerveillement finalement du voyage à pied ou en vélo, c'est des rythmes. Le vélo, ça reste un rythme très humain. Ça, je connais. Et ça, je peux le raconter. Je peux le raconter à partir de mon expérience. Donc, bon, un jour, j'irai à Yosemite. J'ai même failli avec un producteur de télé, on avait envisagé de faire un documentaire comme ça, c'est-à-dire que j'aille avec lui en Alaska, là où est allé John Muir, et finalement de dire, bon, j'ai écrit un bouquin là-dessus, mais je suis jamais allé. Maintenant, allons-y, et je vais regarder, et je vais voir si ça ressemble à ce que j'ai raconté. Finalement, bon, coronavirus, etc., on n'a pas pu faire ce projet-là, mais je pense que c'est pas, il n'était pas nécessaire d'aller dans la Sierra Nevada pour écrire ce bouquin. Il était nécessaire de saisir quelque chose de l'émerveillement de l'homme dans la nature. Et voilà. Et ça je connais. Vous parlez d'émerveillement, Alexis. L'année dernière, on a eu le plaisir d'accueillir sur la 16e édition du Festival international du film et du livre d'aventure le photographe et réalisateur naturaliste Vincent Munier, que vous connaissez peut-être, ou du moins son travail, et qui, dans un film qui lui est consacré sur sa vie, son travail, disait « Le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement ». Je pense que cette phrase de Vincent Munier aurait pu aussi être celle de John Muir un siècle plus tôt. Ah, totalement. Et alors, pour citer quelque chose qui est un peu parallèle, Baptiste Morisot, philosophe, qui est à la fois philosophe du vivant et pisteur de loups, dit que une part de la crise écologique contemporaine, c'est une crise de la sensibilité. C'est-à-dire, la nature, on ne la perçoit plus, on ne la voit plus, on n'est plus confronté à elle. Et du coup, on s'en occupe plus. On l'abandonne à elle-même et du coup, voilà, on n'en prend pas soin. Et je pense que ce qui peut être intéressant chez cet homme-là, parce que c'est une vraie question, pourquoi s'intéresser à un type qui est mort il y a 100 ans? Pourquoi écrire la vie de ce type-là qui a disparu depuis longtemps, qui a vécu dans un monde qui n'existe plus? Pourquoi s'y intéresser? Eh bien parce que il avait un regard sur la nature totalement extraordinaire et qui est totalement inspirant pour notre époque contemporaine. Car ce regard émerveillé et naïf sur la nature, c'est très drôle de voir les photos de Muir. Il a un regard extraordinaire. Il a des yeux bleus clairs, à la fois candides et plein d'humour. Et ce regard-là porté sur la nature est un regard important parce que
c'est ça, ce genre de regard qui fait que la nature est indispensable à l'homme. Muir disait qu'un homme ne peut pas être complètement homme s'il n'a pas cette part spirituelle qui lui est donnée par le contact avec la nature. Vous, Et ça, je le crois, et c'est quelque chose à retrouver. Nous qui vivons dans des zones urbaines qui ressemblent à pas grand-chose et qui communiquons par des écrans, hein, même si c'est bien pratique, merci Instagram, aller sentir un peu les bois, c'est important. Vous parliez des photographies de John Muir à l'instant, Alexis. Je crois que quelqu'un pose la question sur le fil de discussion, au-delà de est-ce qu'on peut retrouver des ouvrages avec des photos de John Muir, éventuellement des textes publiés en français. Vous avez parlé tout à l'heure rapidement de la bibliographie. Quel bouquin éventuellement vous pourriez conseiller de John Muir en français ou en anglais? Alors, je pense que les bouquins, c'est de John Muir, c'est ça qui est important. Il y en a deux en fait, c'est ces deux livres un peu consistants qu'il a écrit à la fin de sa vie pour raconter un peu sa vie. C'est Un été dans la Sierra et l'autre, c'est Voyage en Alaska. Voilà, des titres très simples. C'est en poche chez Payot. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est chez José Corti. Il y a de nouvelles traductions qui ont été faites il y a moins d'une dizaine d'années. Ils ont sorti un bouquin qui s'appelle Célébration de la nature, qui est une compilation des articles de Muir. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est des petits articles. Il raconte, il y a un article, c'est une tempête de neige, bon, sur 10 pages. 10 pages sur le bruit du vent dans les forêts. Voilà, c'est des visions d'une poésie extraordinaire. Et autrement, alors, le truc assez génial, Université du Pacifique aux États-Unis, il y a scanné la totalité des carnets de Muir. C'est-à-dire que les carnets qu'il écrivait quand il était en balade, ils ont été gardés. Je sais pas, il y a peut-être une centaine de carnets. Chaque page a été scannée, c'est mis en ligne, on peut les feuilleter, et a été transcrit tout ce qu'il écrivait. Et là, c'est une plongée dans son univers. C'est ce qu'il écrivait assis sur un caillou sous un séquoia. Il y a un épisode assez incroyable dans la vie de John Muir qu'on aurait du mal à imaginer maintenant. C'est cette rencontre entre le président américain Roosevelt et Muir. Tous les deux partent pendant quelques jours en bivouac dans la vallée du Yosemite, je crois. J'imagine, on voit mal Trump maintenant partir quelques jours avec Alex Honnold ou autre grimpeur du Yosemite quelques jours en forêt. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre et des conséquences qu'elle a eues ensuite sur la préservation des grands espaces naturels américains? Alors, il faut remettre ça un peu en contexte. Déjà, qui est Roosevelt? Roosevelt, c'était un président qui aimait se montrer en baroudeur. Un président sportif, cavalier, chasseur, etc., qui avait été militaire et tout. Donc, il aimait bien les grands espaces, il aimait la nature, puis il aimait montrer ça, quoi. C'était un type, un grand balèze, quoi, qui aimait beaucoup les grands espaces. L'époque aussi était à la fondation de parcs nationaux. Il y avait déjà qui ont été fondés, et le parc de Yosemite avait été fondé, mais c'était un parc de l'État de Californie. Or, Muir avait aucune confiance dans les politiciens californiens. Il y avait plein de lobbies industriels qui essayaient de limiter le parc, voire de le supprimer, et les lobbies et l'État californien étaient vraiment trop proches. Donc, ils voulaient en faire un parc fédéral. Et voilà. Et un jour, Roosevelt demande à rencontrer Muir parce que Muir était très connu. C'était vraiment l'écrivain de nature, donc il aimerait le voir. Voilà. Muir hésite un peu, puis finalement, ok, il est d'accord. Et là, plutôt que de se faire un entretien dans un salon entouré de plein de gens, Muir dit, écoutez, je vous emmène camper, mais tout seul, tous les deux tout seuls. Bon, comme Roosevelt, c'était un petit peu d'aventurier, il accepte. Et donc, tous les deux, absolument tout seuls, ils partent. Ils partent dans la montagne pendant un week-end, d'un vendredi à un lundi. Ils redescendent. Donc, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé vraiment, mais ils sont ravis tous les deux. Roosevelt dit, c'est extraordinaire cet homme, Muir, c'est l'homme le plus libre que j'ai jamais rencontré. Et Muir dit, quel homme, c'est un homme, vraiment des grands espaces, c'est magnifique. Et quand il rentre à Washington, Roosevelt va signer le décret de création du parc fédéral de Yosemite. Voilà, donc c'est alors
il faut bien se rappeler que l'époque était à la création. Voilà, parce que bon, il y a un petit peu Oui. la légende, parce que c'est une histoire extraordinaire. Mais l'époque était à la création de ces parcs. Il y a eu une sensibilité écologique aux alentours de 1900. On s'est rendu compte que la nature disparaissait à grande vitesse, que le capitalisme américain, assez prédateur, détruisait toutes les ressources, détruisait les espaces, détruisait les paysages, et on s'est dit, il faut protéger. Et alors, on a décidé de ne pas limiter l'industrie, mais d'isoler un certain nombre d'espaces naturels pour qu'il n'y ait pas d'activité humaine. Alors ça, il y a aussi une réflexion là-dessus qui est toujours actuellement. Qu'est-ce qu'on fait avec ces parcs? Est-ce que aucune activité n'est possible, ou est-ce que c'est un endroit où les activités sont possibles mais limitées? Bon, pour Muir, il fallait qu'il n'y ait aucune activité possible. Pour lui, c'était une sorte de sanctuaire, parce que lui, son idée, c'était que c'était un morceau de la création. Donc la création, c'est comme le créateur l'a créé, quoi. Donc il faut vraiment laisser pour les générations futures des zones où il pourrait être en contact avec la nature telle qu'elle a été créée. Ça, c'est très important pour lui. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que Muir est vraiment l'un des pères fondateurs du concept de wilderness, la wilderness américaine, telle qu'elle continue à être entretenue aujourd'hui, avec toujours ces questions qui se posent, que ce soit aux États-Unis dans ces grands espaces naturels, mais aussi en Europe ou en France avec nos propres parcs nationaux et la cohabitation entre activités économiques, habitat et préservation de l'environnement. Est-ce que Muir est vraiment fondateur de cette wilderness américaine? Alors, fondateur, je ne crois pas. Je pense que, alors, d'abord, la notion de wilderness, c'est vraiment une notion américaine, voire nord-américaine. Ouais. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'a pas de wilderness. On n'a plus d'espace totalement vierge, on n'a plus de forêt primaire, tout a été travaillé par l'homme, et même les forêts qu'on a, ce sont des forêts qui ont été où l'homme est intervenu. Voilà, travailler. Alors ça peut être très bien, il y a de très très belles forêts, mais voilà, ce qui avait avant que l'homme arrive n'existe plus. Donc, quand les Américains quand les Européens sont arrivés en Amérique, ils ont cru voir un espace vierge, qui ne l'était pas, puisque les Indiens étaient assez nombreux et l'avaient aussi travaillé cet espace. Mais bon, il y a tout un fantasme assez biblique de désert, de zones de nature vierge. Et les Européens qui viennent là pensent finalement à une terre promise. Voilà, donc il y a tout un mythe de l'espace sauvage américain qui est très très important et qui est complètement irrigué d'images bibliques. Finalement, c'est cette terre promise qui va nous sauver. Et ça a une place énorme dans la littérature. Il y a toute une littérature de nature, une nature writing, qui va parler de cette wilderness, chose qui n'existe pas en Europe. En France, on a une littérature du rural, mais pas du tout de la sauvagerie. Bon. Et donc, Muir a participé à cette idée-là, à cette vision wilderness. Il l'a pas créée, mais simplement, il lui a donné des textes fabuleux, et il l'a pensé aussi comme étant quelque chose qui est très très important pour la vie humaine. Un homme complet, un homme entier se doit d'avoir un rapport avec cette nature sauvage. Alors après, il sait pas trop comment faire. Il a aucune pensée sociale. Voilà. Contrairement à Thoreau, qui a une réflexion sur le social, Muir, c'est vraiment pas son affaire. C'est un homme assez sympathique, plein d'amis, mais assez solitaire dans sa vie. Et lui, il a eu une sorte de lien assez mystique à la nature, et il a écrit des très très beaux textes dessus. Et je pense qu'il a participé au mythe de la wilderness par ses textes. Et aux États-Unis, il est considéré comme ça, c'est-à-dire comme une sorte de poète vagabond, en fait, et qui a su merveilleusement parler de ce qu'il a vu. Vous en parliez tout à l'heure, Alexis. C'est vrai qu'aux États-Unis, John Muir est très très connu. C'est vraiment une figure quand on se promène dans le parc du Yosemite, qu'on aille sur le musée, les lodges et tout. John Muir est partout. Il y a des sentiers qui portent son nom et qui proposent aux randonneurs de repartir sur les traces de ce voyageur. Pourquoi il a été si longtemps oublié, ou en tout cas méconnu en France et plus largement en Europe? C'est un peu un mystère pour moi. Moi, il m'a tellement ébloui dès que je l'ai découvert que c'est un mystère. Il y a eu des premières traductions dans les années 90
qui avait été lancé par Michel Lebris, vous savez, celui qui a fondé le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Oui. Pour lui, c'était vraiment, c'est une littérature, la littérature, c'est ça, quoi, c'est les grands espaces. Donc, il avait lancé ces traductions, bon, bah, qui ont eu lieu, mais qui ont, voilà, ça n'a pas provoqué une vague. Il y a de nouvelles traductions là chez José Corti, ça lance pas une vague non plus. Alors qu'on connaît bien Thoreau en France, on connaît Walden, on connaît bon la vie dans les bois de Thoreau. Alors un jour, il y avait une idée qui m'avait traversé. Je m'étais dit que Thoreau qui est un penseur beaucoup plus que Muir. Muir, c'est plutôt un poète. Peut-être ça correspondait plus à l'esprit français, Thoreau. C'est-à-dire que voilà, il y a une pensée sur ce que c'est que la société, sur le rapport à la société, sur la mise à l'écart, la désobéissance civile, tout ça. Bon, voilà, ça nous parle à nous Français, avec une pensée sociale un peu anarchiste. Et alors que Muir, qui n'a fait que vagabonder, qui n'a fait que se promener et écrire l'émerveillement, peut-être que ça a moins pris dans notre culture de Français. Mais j'espère bien que ce livre va réparer cette injustice. Tout à fait. Ce livre, je le remonte encore une fois. Alors, il est à l'envers si vous nous suivez sur le live Instagram. J'aurais pu devenir millionnaire. J'ai choisi d'être vagabond de Alexis Génie aux éditions Paulsen. Alexis, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous souhaite, si vous en avez l'occasion, et j'espère qu'on pourra tous revoyager prochainement, de partir sur les traces de John Muir et notamment dans cette fabuleuse vallée du Yosemite. Merci encore pour votre disponibilité. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt, Alexis. J'en profite à tous pour vous rappeler le programme de la journée. À 15h30, vous retrouverez ici même sur le live Instagram Stéphane Frémont, le président de l'association du festival, avec Capucine Trochet qui vous parlera de l'aventure et du projet Taratari. Et puis, à partir de 18h, on se retrouve sur le lien Vimeo disponible depuis la page du site internet du festival, avec ce soir 3 films au programme. Début des séances à 18h, on part du côté sur les traces de Patrick Béraud. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Alexis, merci encore et Merci à très bientôt ici à La Rochelle, je l'espère. Merci à tous. Très bien. Au revoir. Au revoir.